Alors maintenant, on va aborder un sujet qui est le financement participatif et le développement d'entreprises ou d'associations. Ce matin, on a abordé le sujet du financement participatif et plutôt de la création de projets de différentes natures, que ce soit des entreprises, des projets artistiques personnels ou des associations. Et là, je vais demander aux différents intervenants de venir participer avec moi à cet échange-là. Alors à Nicolas Chatillon, directeur général de S-Money, du groupe BPCE, Didier Chambard, qui est au comité de sélection de Paris Business Angel, Yvan-Michel Ekirch, qui est Venture Partner chez Cap Decisive Management, et on aura le plaisir d'avoir le témoignage d'Erwan Goulin de 727 Sales Bag, Grégoire Lemkin, fondateur de Watchfrog, et Georges Viana de la biscuiterie Jeannette. Alors, on va commencer par une présentation rapide de chacun d'entre vous, et on va passer le micro dans ce sens-là. Donc, je vais vous demander d'expliquer rapidement qui vous êtes, ce que vous faites, et comment vous en êtes venu au sujet du crowdfunding. Yvan-Michel Ekirch, je suis un associé de Cap Decisive Management, qui est une société de capital risque qui gère 5 fonds, qui existe depuis plus de 13 ans, et qui a actuellement 2 fonds actifs, un fonds de seed capital basé sur le FNA et un fonds de co-investissement. Et ce fonds de co-investissement a très très tôt pris le virage de partenariat avec une plateforme de crowdfunding en capital. Et donc en fait, on connaît ce mécanisme depuis un certain temps maintenant. Didier Chambard, je fais partie de Paris Business Angel. Je suis membre du comité de sélection de Paris Business Angel, qui est une association de business angel qui existe depuis 2004 et qui a financé énormément de sociétés. Et qui en finance toujours, parfois en co-investissement avec le FRCI ou avec d'autres. Voilà. Bonjour, je suis Erwan Goulin, je suis le directeur général de 727 Sail Bags. Donc nous, on collecte les anciennes voiles de bateaux un peu partout en France et dans le monde pour les transformer en sacs à main, en polo, en chaussures, etc. Et on est une entreprise qui a été créée en 2010. On était 2 et maintenant on est 25 et on fait 1 700 000 € de chiffre d'affaires. Et on a eu recours à 3 types de crowdfunding, donc j'en parlais tout à l'heure. Nicolas Chatillon, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis directeur général de S-Money, qui est une filiale de BPCE SA. BPCE, c'est l'organe central des banques populaires et des caisses d'épargne. C'est un groupe coopératif et mutualiste en France. Notre groupe, de façon générale, intervient dans le domaine du crowdfunding de plusieurs façons. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui et maintenant. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure dans notre débat. On est très sollicité en tant que banque, naturellement, sur les financements. Quand on dit financement, financement ou cofinancement de projets avec certaines plateformes. On l'est aussi pour le financement des plateformes elles-mêmes, puisqu'on a des clients qui aujourd'hui viennent nous voir pour monter des projets, des projets de plateforme. Et puis nous sommes également sollicités au titre des services financiers spécialisés, de notre expertise comme fournisseur, et notamment fournisseur dans le domaine de l'encaissement pour compte de tiers, qui est un des besoins en matière de gestion de flux et d'encaissement des flux, dont les plateformes ont besoin aujourd'hui pour gérer ces flux au service du financement. Et donc c'est à ce titre qu'S-Money intervient et propose aujourd'hui une offre dans ce domaine et a déjà un certain nombre de clients. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Georges Viana. Bonjour, Georges Viana, je suis le repreneur de la biscuiterie Jeannette que l'on a réussi à reprendre grâce à une campagne de crowdfunding dont je parlerai un petit peu plus tard. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là à cette tribune. L'année dernière, j'étais dans la salle. Je suis expert comptable. Je représente la profession. À peu près 20 000 confrères. Le premier réseau français de conseil, si je puis dire. Je suis président national du financement. Le crowdfunding, pour nous, est une solution parmi d'autres. Et donc je serais ravi bien évidemment de partager notre expérience acquise à ce jour et également la transmettre à nos confrères car ils sont à l'origine de bien de projets. Bonjour, je suis Grégory Lemkin, je suis le PDG de la société Watchfrog. Watchfrog mesure la qualité de l'eau grâce à des petites larves de têtards qui s'allument en fluorescence quand il y a des polluants dans l'eau. Et donc nous mesurons comme ça, nous surveillons la qualité des eaux de Bruxelles, notamment de Melun, de Pau, d'Arcachon.
Et nous sommes actuellement en train de mener notre seconde phase de levée de fonds. La première phase a été réalisée avec Cap Décisif et la seconde phase se fait en co-investissement entre des fonds, disons, plus classiques et le financement participatif sur la plateforme WeSeed. Grégory, vous allez garder le micro justement pour nous expliquer un petit peu votre vision sur les aspects de développement. Parce qu'on a beaucoup parlé, on parle beaucoup du crowdfunding sur la création, et vous êtes typiquement dans la situation où on passe au second tour de table. Comment ça se passe? Comment l'investisseur en capital classique voit le fait que vous avez des crowdfunders au capital? Toutes ces questions-là. Oui, tout à fait. Juste, j'en profite parce que vous voyez l'une des petites larves de WatchFrog qui répond aux fameux polluants perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans les eaux et donc qui nous permet de pouvoir tester la qualité de l'eau et de mesurer l'énergie que l'on dépense dans le traitement de l'eau. Donc nos clients sont des entreprises comme Veolia ou des industries de l'industrie pharmaceutique comme Sanofi. Et puis pour répondre à votre question, bien effectivement, c'est assez intéressant parce que WatchFrog a levé une première fois, je dirais, pour industrialiser le modèle biologique. C'est pas facile de faire des tests de la qualité de l'eau sur une station d'épuration avec un outil biologique qui est issu du Muséum d'histoire naturelle. Ça demande du temps et de l'industrialisation. Ça, on l'a fait grâce à Cap Décisif. Et puis, je dirais aujourd'hui, maintenant, la réglementation évolue. Les règles de taxation sur les micropolluants dans l'eau sont déjà en place dans le sud de l'Allemagne, en Suisse. Et aujourd'hui, il nous faut pouvoir commercialiser nos tests de façon beaucoup plus active, développer une structure commerciale. Et pour ça, il nous faut une seconde levée de fonds. Cette seconde levée de fonds, on s'est d'abord tourné vers des fonds, je dirais, plus classiques. Et ça a été très intéressant parce que j'avoue, spontanément, je n'avais pas pensé au financement participatif. Et ce sont ces fonds qui nous ont suggéré de nous dire, mais en complément de notre investissement, certes pour des montants un peu plus faibles, nous on aimerait bien que vous alliez vers des plateformes comme WeSeed. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense que même si, je dirais, tous ces fonds sont très rodés à faire une due diligence très complète, on se rend compte aujourd'hui que finalement le financement semi-public et la plateforme de WeSeed d'ailleurs ouvre un accès avec des questions qui peuvent être posées aux entrepreneurs, ouvre, je dirais, une due diligence beaucoup plus démocratique, un petit peu plus challenging, qui quelque part est assez complémentaire de la due diligence que peuvent faire des fonds classiques. Donc la validation de la foule les rassure, sachant que la foule, on parle de combien de personnes chez vous? Alors, je sais plus, il y a des milliers de personnes qui se sont connectées, il y a eu des centaines de questions déjà posées, mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, WatchFrog fait des tests qui sont basés sur des outils biotechnologiques et qui posent des questions éthiques, c'est tout à fait naturel, de même que tous les sujets environnementaux et biotechnologiques posent des questions éthiques. Nous sommes dans une démarche éthique, et le fait d'être challengé par les investisseurs potentiels nous a permis d'aborder ces questions sans tabou, de répondre à ces investisseurs potentiels sur les questions éthiques, et du coup, ils ont investi. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, ces questions qui peuvent paraître un peu tabous, le crowdfunding, le financement participatif, permet de lever les inhibitions des investisseurs. Donc c'est une belle histoire, et le tétard devient une grenouille alors? Alors, le tétard devient une grenouille bien longtemps après, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai une autre fois si vous voulez. Merci beaucoup. Yvan Michel, je vais vous passer la parole pour avoir un peu votre retour sur ce que j'imagine les différents échanges que vous devez avoir avec d'autres fonds d'investissement, sur comment un investisseur institutionnel considère dans le développement, dans ses participations dans le développement d'entreprise, comment il considère le crowdfunding. Est-ce qu'il se voit comme complémentaire? Est-ce qu'il se voit encore comme en conflit avec les plateformes aujourd'hui? Alors, je ne parlerai pas pour l'ensemble de la profession parce que je pense que c'est à mes confrères capitaux risqueurs également de répondre à cette question. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on est d'abord plutôt content qu'il y ait des nouvelles formes de financement par le capital, précisément des entreprises. Et en fait, on s'aperçoit que les capitaux risqueurs peuvent co-investir, ce qu'on a fait, nous, à plusieurs reprises, avec les souscripteurs venant des plateformes. Et on peut également investir de manière successive. On a plusieurs cas de figure. On a des cas de figure dans lesquels nous avons financé en amorçage certaines sociétés, puis
Nous avons poursuivi nos investissements en compagnie d'autres investisseurs provenant de plateformes. Et nous avons également fait le chemin inverse, qui consiste à financer un deuxième tour de table de sociétés déjà financées par des investisseurs provenant de plateformes de financement participatif. Donc je pense que un petit peu je ne sais pas si vous alliez me poser la question de l'instar de la chaîne de financement. Oui, justement, votre vision sur les différentes... Parce que vous avez eu on a eu un échange intéressant et ce que vous dites, c'est que ça dépend de l'entreprise. Oui, en fait, je me souviens lorsque moi j'ai commencé à être dans ce métier du capital risque à la fin des années 90, au début des années 2000, on schématisait la chaîne de financement par cette fameuse courbe en S, depuis le financement de la recherche, privée ou publique, jusqu'à la cotation sur un marché réglementé de sociétés. Et en fait, il y avait finalement 3 acteurs. Les gens qui faisaient de l'amorçage, les gens qui faisaient du capital risque, on devenait de plus en plus sérieux, et puis les gens qui faisaient du capital développement. Donc il y avait 3 grandes catégories d'investisseurs. Alors maintenant, je crois qu'on peut difficilement les compter sur les 10 doigts de la main. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense aussi qu'il faut passer du schéma académique de cette courbe en S unique, dans lesquelles les investisseurs se succèdent, à une courbe qui est adaptée à chacune des sociétés. En fait, chaque société aura ou devra avoir sa chaîne de financement. Et cette chaîne de financement, elle ne sera pas unique. Elle peut contenir un seul, 2, 3 investisseurs, mais elle peut contenir également des investisseurs de catégories de nature très différentes. Depuis le financement initial jusqu'à la sortie industrielle ou sur un marché réglementé. Merci beaucoup. Justement, je vais passer la parole à Didier Chambard pour qu'il nous explique dans les différents investissements qu'il a pu faire au titre de Business Angel, son point de vue sur le crowdfunding et le développement de ces entreprises. Quelle est la condition pour un bon développement des entreprises financées par le crowdfunding? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont vers le crowdfunding avec l'objectif de se financer, bien sûr, mais aussi l'objectif de se faire connaître et qui se servent de cette foule et de la connaissance et de la notoriété qu'ils obtiennent à travers cette foule pour provoquer un buzz et pour provoquer finalement le démarrage de leur chiffre d'affaires. C'est un premier cas de figure. Et là, je parle de l'equity, je parle pas seulement de ceux qui vont faire des préventes sur des plateformes. Donc ça, c'est un premier exemple. Les autres exemples, ça peut être des plateformes qui font du co-financement avec des réseaux de business angels. Il y en a dont c'est l'ADN. Ce matin, on avait Georges Viglietti qui l'a expliqué. Et il y en a d'autres qui le font ponctuellement lorsque l'opportunité sont présentes. Donc je rejoins un petit peu ce que dit Yvan Michel, à savoir qu'il n'y a pas de règles et qu'on est en train de retrouver une configuration nouvelle avec un certain nombre d'évolutions des acteurs du crowdfunding. Ce que vous me disiez en préparation de la table ronde, c'est que un projet qui s'est fait financer par une plateforme de crowdfunding, la question qu'on se pose quand on est investisseur ou quand on est installé depuis plus longtemps dans cette pratique-là, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le projet ? Et est-ce qu'on l'accompagne en amont ? Est-ce qu'on l'accompagne en aval ? Et cette importance-là. Alors, la perception que j'ai des plateformes de crowdfunding, c'est qu'elles accompagnent en amont. Il y a un travail qui est fait d'instruction, même qu'il y en a un qui est fait aussi par les réseaux de business angels, mais qu'il y a plus de difficultés à accompagner en aval. Non pas qu'il n'y ait pas forcément la volonté de le faire, mais simplement parce que la professionnalisation du financement par les plateformes de crowdfunding fait qu'elles ont beaucoup d'opérations et qu'elles ont du mal, elles auront du mal, même si elles l'ont fait au début, elles auront du mal à continuer à pouvoir faire un accompagnement rapproché. Ce matin, on a entendu dire que les plateformes qui étaient financées tôt avec un montant important réussissaient. Je pense qu'on a oublié un critère qui est justement l'accompagnement post-investissement. Cet accompagnement est très, très important et c'est quelque chose qui est fait notamment par les réseaux de business angels. Donc moi, personnellement, je pense que l'avenir du crowdfunding et l'avenir des réseaux de business angels, c'est de travailler ensemble et en particulier de travailler ensemble sur cet aspect de l'accompagnement pour qu'il y ait plus de réussite et plus rapide aussi de la part des sociétés financées. Si je traduis ça, ce serait un accompagnement nécessaire pour de la part des plateformes pour le bon suivi de
de l'investissement fait dans l'entreprise, ne pas laisser le dirigeant seul face au financement qu'il a obtenu pour mener à bien son projet? Je pense que les entrepreneurs le demandent de manière générale. Ils sont preneurs d'accompagnement. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas je suis convaincu que c'est utile. J'aurais pas le rôle de témoin sur ce sujet-là, mais je vais passer la parole à Pierre Préjean sur justement comment des experts comptables, comment cette profession-là peut aider sur les aspects de préparation en amont, ou peut apporter des choses sur l'accompagnement et l'information financière qui est donnée après la levée de fonds. Alors merci, oui, vous avez raison. J'ai un double accompagnement en amont et en aval, bien évidemment. Je voulais juste reprendre des chiffres. J'ai dit qu'on était 20 000. On est 20 000. On s'occupe de près de 2 millions de très petites entreprises, comme des grandes. Donc ça, c'est important. On a un taux de pénétration de 90% dans les TPE. Et on a un taux de satisfaction. On a une enquête nationale régulière qui nous qualifie à hauteur de 90%. Donc on est vraiment au cœur de cible de la petite entreprise qui peut avoir des besoins ou qui a souvent des besoins de financement. Et bien évidemment, on est tiers de confiance, on contribue à créer cette confiance-là en étant aux côtés des chefs d'entreprise. Votre question sur l'accompagnement en aval, d'abord en amont, pardonnez-moi, cet accompagnement est, je dirais, naturel. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que on va au-delà de la fabrication de comptes annuels, on accompagne nos clients dans de nombreuses missions. La mission de conseil en est une et la mission d'accompagnement à la recherche de financement en est une autre et qui est importante. Je suis responsable national d'une commission qui est le financement et on a travaillé tout au long de l'année à évangéliser ces missions de conseil auprès de nos confrères. Donc ça prend bien. C'est vrai que c'est un peu lent, mais aujourd'hui, ils ont conscience que l'accompagnement du financement est très important et il y a une très forte attente de leurs clients sur ce thème-là. Alors, le crowdfunding, on a pris le train en route, si je puis dire. On a fait une rencontre intéressante, avec Vincent Ricordeau, on a signé un partenariat sur une première plateforme qui aujourd'hui propose des prêts rémunérés qui s'appellent Lendopolis. Pourquoi nous? Parce que, comme lui, nous avions la volonté d'une qualification du dossier, de donner un standard le plus élevé possible à la qualité du projet. Parce que vous êtes un écosystème en plein mouvement, ça a été dit et répété. Vous êtes naissant, même si ça fait plus d'1 an. Maintenant, c'est les deuxièmes assises. Ça existe à l'étranger, ça se développe et ça explose en France. Mais l'écosystème mérite une certaine pérennité et nous pensons que, en qualifiant les dossiers en amont, avec une plateforme Lendo, mais peut-être d'autres, avec ce standard de qualité et de sécurité, le marché deviendra pérenne. Parce que le moindre accident dans des marchés naissants, c'est très dangereux. Donc alors vous, expert comptable, apporter une grille de lecture sur les projets qui sont présentés. Oui, ça peut se faire de plusieurs manières, mais aujourd'hui, on a choisi les attestations que nous portons systématiquement, s'agissant de la plateforme Lendopolis. Systématiquement, les projets, eux, les qualifient, les filtrent une première fois, nous les envoient et nous attestons les prévisionnels. De sorte que le niveau de sécurité et de qualité est très élevé. Nous avons mis en place à notre niveau un portail numérique qui permet à l'expert comptable de saisir en ligne l'ensemble des données liées à ce dossier-là et on les envoie sur la plateforme qui ensuite les met à disposition de son public. Vous avez parlé aussi rapidement d'un sujet qui est l'expert comptable qui est souvent prescripteur pour le chef d'entreprise des solutions de financement, qui a souvent une réponse à la question juridique, administrative ou financière qu'on peut se poser. Alors, justement, j'aimerais passer la parole maintenant à Erwan Goulin, qui avait déjà son entreprise, qui a obtenu différents types de financement. Comment est-ce que vous avez décidé de faire appel au crowdfunding? Est-ce que des professions comme les experts comptables peuvent se poser en prescripteur de ce genre de solution? Pourquoi avoir fait appel au crowdfunding alors que votre entreprise était déjà lancée? Alors nous, effectivement, pour créer l'entreprise, on a eu recours à des solutions de financement très classiques. Donc la dette, on a fait beaucoup de crédit bail puisqu'on a une grosse croissance qui a impliqué d'acheter beaucoup de machines et le banquier finance très très bien le crédit bail. On a aussi eu recours à des prêts d'honneur. Et puis est arrivé un moment du développement de l'entreprise où on a voulu ouvrir une boutique.
Et pour ouvrir cette boutique, il n'y avait pas de rachat de bail. Et là, le banquier a commencé un petit peu à nous regarder de travers. Et on en a parlé, discuté un petit peu avec l'expert comptable, effectivement, qui nous a suggéré ces solutions. Et on avait déjà été sensibilisés à l'époque à tout ce qui était plateforme de dons. Nous, on cherchait 100 000 euros. Donc, ce type de plateforme ne s'y prêtait pas. On cherchait donc un montant qui était un peu supérieur à ce qui se faisait à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'on aura le témoignage tout à l'heure, c'est déjà beaucoup plus courant. Et donc pour financer ce projet d'ouverture de boutique, il n'y a pas d'actif, donc le banquier il est pas très à l'aise. Et donc on a eu recours à la seule plateforme qui existait à l'époque, Uniland, et on a lancé une campagne. Cette campagne qu'on a fait sur Uniland a été un vrai succès, mais ça a été un vrai succès parce qu'avant on s'était planté sur une autre campagne. On s'était planté sur une campagne de lancement produit. Nous, on recycle des voiles de bateau. Et on avait à l'époque lancé le même concept, mais avec des maillots de foot et des maillots de rugby. Et donc, on avait sur une plateforme de produits contre dons lancé notre projet. Et on a eu, je crois, 0,5% du financement. Donc, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de succès, mais moi, j'ai vécu un échec sur une plateforme. Cet échec, il était beaucoup pour notre part, évidemment un peu de la leur, faut pas exagérer, mais beaucoup de ma faute. C'est que nous, on pensait que la plateforme, elle allait faire son boulot et financer notre projet. En fait, c'est énormément le réseau notre réseau à nous, qui doit alimenter. Et on n'avait pas du tout eu cette notion. Donc quand on a fait notre deuxième tentative sous forme de prêt rémunéré, là, on a mis en place des leviers extrêmement forts. Donc on a mis une newsletter à 18 000 clients, on a fait des campagnes de SMS, et effectivement, en quelques jours, on a très très largement dépassé le montant de 100 000 euros, parce que je crois qu'on était arrivé à 230 000 euros. Alors c'est un système d'enchères inversé, donc on a eu un taux relativement faible. Je vais faire un zoom là-dessus. On a eu un taux de 6,8%, ce qui peut paraître très élevé, mais qui en réalité n'est pas tant que ça. Puisque mon banquier, un peu frustré de voir que je lui fais une infidélité occasionnelle, s'est battu pour faire passer le dossier. Alors, il n'y a pas d'actif. Pour l'ouverture de la boutique, c'est en gros un plan de com, du recrutement, un coup de peinture et un peu de logiciel. Ça, il peut le financer. Mais donc, il s'est battu en interne. Donc, j'ai eu ce financement par la banque également. Donc, j'ai eu 2 fois. Donc, j'ai pu comparer les 2 taux. Donc, là où la banque, maintenant, c'est un taux, je crois que c'est sur 7 ans, de quelque chose comme 2 et des brouettes. La grosse différence, c'est que un emprunt de 100 000 euros que moi, j'arrive à avoir parce que je suis rentable depuis des années, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés françaises, au contraire. Donc 8% de résultat net, 15% d'EBIT. Donc mon banquier m'adore, ça c'est sûr. J'espère qu'il m'adorera encore longtemps. Mais quand je lui demande 100 000 euros, il me fait son taux facial et ensuite il m'ajoute une contre-garantie qui a été faite par BPI Financement, avec qui on entretient d'excellentes relations en Bretagne. Et le coût de la garantie, c'était 5 000 euros, 5%. Ensuite, il m'a demandé si je pouvais m'assurer, parce qu'il dit, ça repose quand même beaucoup sur toi et tes associés, il va falloir tous les 3 vous assurer. 70 euros par mois. On fait 800 et quelques euros par an. Donc, en fait, on se retrouve avec, quand on regarde tout, l'emprunt de 100 000 euros qui est à 2 et des brouettes, finalement, il l'est pas du tout. Et donc, à l'époque, on s'était déjà financé avec Uniland, mais on a contracté également l'autre prêt. On n'a jamais trop d'argent. Et donc, on a ouvert cette première boutique. Et pour conclure sur l'expérience du financement, cette première boutique se passe très bien. Donc, on a la volonté d'en ouvrir plus. Donc d'en ouvrir même 25. Donc on est à la recherche d'une levée de fonds de 2 millions d'euros, de fonds propres, ou quasi fonds propres. Et donc naturellement, un crowdfunder, je me suis tourné vers les plateformes récentes d'equity. Et j'ai envoyé le dossier, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Et nous, on est à un montant qui est encore un peu élevé. Et on a décidé, pour l'instant, peut-être que après cette journée, je vais vous renvoyer mon dossier, mais on a décidé pour l'instant de faire ça avec des fonds plus classiques, pour notamment, vous en parliez tout à l'heure, pour bénéficier d'une expertise, d'un accompagnement. On reste des jeunes entrepreneurs. J'ai peut-être pas l'air très jeune, mais je suis quand même assez jeune. Et on a besoin d'un peu d'expertise sur des secteurs qu'on connaît mal, le retail, racheter un bail, la marque, parce qu'on veut devenir une marque. Donc sur ce sujet d'adoration du banquier, est-ce que vous pensez qu'il aurait aussi pu être prescripteur de cette solution de financement? Est-ce que vous pensez que votre expert comptable, qui peut-être vous chérit plus qu'il vous adore, aurait pu prescrire ce genre de solution? Oui, complètement. Je pense qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui sur certaines choses. Les banquiers financent très très bien de l'actif en crédit bail ou d'autres. Ils financent très bien certaines choses, mais quand on est sur d'autres types de financement, il a un petit peu une épine dans le pied. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit franchement, si tu arrives à te financer autrement sur l'ouverture de ta boutique avec tout ce qui est immatériel, franchement, ça m'arrange. Et si
maintenant que tu cherches 2 millions d'euros, tu peux le faire en renforçant un peu tes fonds propres. Ça m'arrange aussi, je te suivrai si tu renforces tes fonds propres. Je crois que vous avez un témoignage, Didier. Je voudrais intervenir pour dire, il y a une raison évidente à ça. C'est le point de vue d'un banquier et le point de vue d'un financeur en equity, quel qu'il soit, n'est pas du tout le même. Un banquier, il sait ce qu'il gagne, c'est son intérêt, et il fait tout ce qu'il peut pour éviter de perdre sa mise. Quelquefois, au détriment même de l'entrepreneur. Un business angel, une plateforme de crowdfunding, les financeurs, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter de perdre leur mise. Donc ils vont accompagner, ils vont aider, ils vont constituer des parties prenantes pour que l'entreprise se développe, et ils vont avoir une attitude complètement différente. Donc ça explique absolument l'attitude. La parole est au banquier, justement, en réponse à ça. Mais sur un autre sujet, moi j'aimerais vous poser la question sur la solution que vous avez développée, sur le développement pour le coup du secteur. Comment vous voyez ça du côté du fournisseur de solutions? Peut-être d'abord un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit. Je vous en prie. Je ne peux pas m'empêcher de le faire, naturellement. Et je rejoins là les propos qui ont été tenus par le représentant d'Emmanuel Macron. Nous, dans notre groupe, on est très attentifs au développement de ce secteur, du crowdfunding dans son ensemble, à ces entreprises, aux entreprises qui la composent. C'est elles qui impulsent le dynamisme aujourd'hui, l'enthousiasme qu'on voit, et de vous tous ici, porteurs de projets, qui viennent souvent nous rencontrer aussi pour nous en parler, pour confronter nos vues, pour réfléchir, ce qui est déjà une bonne chose. Et nous, on est très ouverts à faire cela, et on a même tissé des liens au fil du temps avec un certain nombre de plateformes, de projets, pour vous montrer à quel point nous voyons ça comme une offre de financement complémentaire ou voilà qui émerge et qui peut avoir des liens, des complémentarités avec nos offres de financement à nous d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut parler d'offres de financement, mais en tout cas de nouvelles sources de financement émergentes. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette complémentarité. C'est que un projet que l'on accompagne aujourd'hui, qui est une plateforme qui s'appelle Lumo, dans le domaine du financement de la croissance verte et responsable, de la RSE, donc qui finance des entreprises dans un secteur où il n'y a pas forcément de rationnement sur les financements, mais où les projets sont forcément complexes parce que nouveaux, très innovants, et dans lesquels la compréhension des projets est parfois pas évidente. Et dans ce domaine, par exemple, on a la conviction qu'un projet comme celui-là, comme Lumo, peut apporter avec la capillarité le niveau d'affinitaire qu'il va donner, puisque finalement les souscripteurs qu'on va solliciter, c'est des gens qui veulent donner du sens à leur épargne, et au fond qui vont vraiment voir dans cette traçabilité, dans le financement qu'ils vont accorder finalement à travers la plateforme, aux porteurs de projets dans ce domaine de la croissance verte, quelque chose un vrai intérêt de fond. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une grande valeur. C'est une vraie valeur. Il faut vraiment la regarder comme elle est. Et dans ce domaine de la croissance verte et responsable, je pense que il y a de la place pour des plateformes comme celle-ci, qui pourront apporter des ressources complémentaires. Il y en a besoin. Il y en a besoin pour faire émerger ce secteur du green business, et de toutes ces initiatives autour des énergies nouvelles, mais pas que, parce que dans l'efficacité énergétique, il y a beaucoup de sujets techniques, complexes, et il y a des vrais besoins de financement. Et nous, en tant que banque, on est aussi, nous, extrêmement dynamiques là-dessus. Après, sur notre vision sur l'économie du secteur, c'est vrai que le sujet, là je parle du financement des plateformes elles-mêmes, pas des projets qu'elles financent, des plateformes elles-mêmes. Beaucoup de plateformes se sont lancées déjà il y a 2 ou 3 ans. Et je pense que celles qui vont se lancer aujourd'hui n'auront pas tout à fait les mêmes problématiques financières et ne seront pas tout à fait confrontées à la même économie. Pourquoi ? Parce que naturellement, avec le développement du secteur, les flux qui vont se développer, on voit que on affichait tout à l'heure des taux de croissance de 100% à peu près d'année en année. Les postes à financer dans le compte d'exploitation, dans les business plans de ces entreprises, vont pas peser de la même façon, et l'industrialisation avec les volumes va amener des économies de taille critique sur un certain nombre de postes qui donc peuvent changer la physionomie, industrialiser le secteur et changer la physionomie de ces business plans. Donc je pense que les nouveaux projets, et je le vois parce qu'on en accompagne beaucoup qui viennent nous voir en tant que banque, et je parle de nos banques, la Banque Populaire, Caisse d'épargne, dans les banques populaires, le Crédit Coopératif, qui on parlera probablement tout à l'heure, qui est dynamique aujourd'hui sur ce sujet, qui affiche cette volonté d'accompagner beaucoup de projets. Je pense que on voit pas tout à fait les mêmes business plans, pas tout à fait les mêmes recherches de financement, et je pense que petit à petit,
avec les volumes, tout ça va s'améliorer, l'économie générale va s'améliorer. Alors bien sûr, il y a des effets de seuil, des effets de palier, il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables. Je rentre pas dans le débat de fond, mais avec les volumes, ça va améliorer petit à petit la profitabilité et la capacité de ces entreprises à émerger, à se consolider au fond. Après, vu maintenant des projets à financer, donc des projets qu'accompagnent ces plateformes, je pense que le sujet, il est... alors j'ai pas de solution définitive, hein, c'est une piste que je donne, plus que... c'est l'offre de financement. C'est-à-dire c'est quelle offre de financement pertinente les plateformes peuvent apporter aujourd'hui ou fournir à leurs clients porteurs de projets. Et là, de ce point de vue, il y a deux logiques. Alors soit j'essaie d'être le plus capillaire possible, le plus affinitaire possible, parce que chaque client est un cas particulier. Chaque projet à financer a une structure financière qui lui est propre, une configuration qui est liée à la nature du projet lui-même. Et là, donc, il va falloir être le plus proche de ce besoin-là et pour lui apporter une vraie réponse et être en capacité à. Et puis, il y a une autre logique de l'autre côté de l'arc-en-ciel qui est, j'ai une offre de financement qui est standardisée, qui est un produit que j'offre, en fait, à mon client. Et est-ce qu'il va matcher avec ça et finalement, est-ce qu'il va bien répondre à ce besoin financier-là? Et on voit bien que certains arrivent parce que leur besoin de financement est extrêmement classique, catégorisé standard, trouve dans le cadre du temps qui est imparti sur la plateforme, quand on parle de financement sous du crédit, trouve à se faire financer. D'autres n'y arrivent pas, arrivent à faire 70%, 90% de souscription de leur besoin de financement, mais n'arrivent pas à souscrire tout. Parce que parfois, c'est un peu plus complexe, que la perception par le souscripteur n'est pas forcément toujours aussi fine. Et là, de ce point de vue, il y aura un vrai travail à faire, à mon sens, sur l'offre et sur l'ingénierie de cette offre. C'est-à-dire qu'est-ce que la pertinence de l'offre face au besoin qui est exprimé. Alors on pourra avoir de débats ici, mais c'est pas le lieu sur l'articulation entre le besoin en capital et le besoin en financement en financement crédit. Bien évidemment, vous l'avez rappelé, ça a été rappelé à ma droite tout à l'heure. C'est deux logiques très contradictoires, qui peuvent être même en conflit d'intérêts l'une avec l'autre. Voilà. Si on veut pas être en hedge fund, c'est-à-dire être des deux côtés de la barrière, il faut choisir aussi ce qu'on veut pousser. C'est pas du tout les mêmes exigences et on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même pour trouver le public ou pour faire matcher vraiment les besoins de financement des porteurs de projets et les offres des plateformes, il faut probablement travailler sur cette articulation et sur le positionnement de l'offre produit de ce point de vue. Merci beaucoup. Je souhaitais passer la parole, parce que le temps passe, à Georges Viana, qui a un témoignage assez intéressant à fournir sur les aspects de ce que vous me racontiez. Je trouvais que c'était sur les aspects citoyens de l'investissement, où vous avez fait une campagne de dons avec contrepartie, dans une situation très particulière, que je vous laisse présenter. Bien, alors en effet, mon histoire, mon témoignage, vous allez voir que c'est en fait un véritable petit conte de fées. Donc au départ, alors il était une fois une petite et jolie PME en pays normand qui est tombée malade et puis faute de pouvoir s'acheter des médicaments, elle est passée de l'autre côté. Et là, il y a une petite fée qui est la fée du crowdfunding qui est passée et qui l'a réveillée. Aujourd'hui, on en est là. Donc, je ne connais pas la suite de l'histoire. On espère que la fin sera bonne. Mais alors, pour revenir un petit peu à la situation, la biscuiterie Jeannette, créée en 1850, donc une très vieille biscuiterie normande, d'ailleurs la plus vieille biscuiterie de Normandie, qui a eu ses meilleures périodes dans les années 70-80. Avec un équipement qui datait de ces années, donc des années 70, s'est retrouvé en fin de 2013 en grande difficulté, faute de pouvoir réinvestir dans des nouveaux locaux et dans des nouvelles machines de production. Donc, elle a été mise en liquidation judiciaire. Je me suis intéressé au dossier, je suis allé voir des banquiers traditionnels en disant voilà, j'ai un super projet, on va relancer la biscuiterie, on va se positionner sur des biscuits haut de gamme traditionnels, faits avec du vrai beurre normand, avec des vrais œufs, etc. Et donc, par contre, on a besoin d'un peu d'argent, on avait besoin d'à peu près 700 000 euros pour relancer cette ligne de production, pour acheter une nouvelle ligne. Et là, les banquiers, en fait, on s'est retrouvés, ils nous ont dit, pratiquement tous, non, c'est pas possible, nous on finance pas. Alors,
Les principales raisons, c'était de dire attention, votre ligne de production c'est bien, on peut la financer, mais le problème c'est que nous on croit pas du tout dans la marque. Pour nous, Jeannette c'est mort. On pense que personne ne voudra acheter de vos produits. C'était une vieille marque dans le passé, mais aujourd'hui on les trouve plus dans les supermarchés, plus personne n'en veut. Et vous pensiez que cette marque allait plaire. Donc, alors moi, en fait, j'avais beaucoup d'amis normands. Alors je suis pas normand, mais mes amis normands me disaient mais si Jeannette, c'est connu, ça fait partie de notre patrimoine, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit bon ben là, on va lancer une étude de marché pour voir s'il y a vraiment un potentiel pour cette marque ou pas. Et puis rapidement, un jour, j'ai reçu un appel d'une petite dame, elle s'appelait Henriette, qui avait près de 90 ans, qui m'appelle en disant « Monsieur Viana, je suis retraité, je suis en maison de retraite, j'ai vu que vous n'avez pas obtenu les prêts bancaires. Par contre, moi, je vais vous aider. Je vais vous envoyer un chèque de 10 €. Et comme ça va vous aider. » Je lui dis bah c'est très gentil, mais bon, on va essayer de trouver d'autres solutions. Et puis il me dit non, mais c'est pas un don. À la rigueur, vous m'enverrez déjà des madeleines quand vous produirez. Et puis il me dit je vais en parler à tous mes amis dans la maison de retraite. Ils vont tous faire pareil. Vous allez voir plein d'argent. Et en fait, cette dame, elle faisait du financement participatif, sans le savoir. Vous avez fait ça sur le côté. Et donc j'ai contacté en fait la plateforme Bulb in Town en me disant bah c'est super, on a une bonne idée, on y va. Je pensais que c'était facile. Et là ils m'ont dit attention, c'est pas aussi simple. Il faut préparer le projet. Et ils me disent bon bah tout dépend de votre cible. Si vous voulez obtenir 4 ou 5 000 € bon bah c'est vrai qu'on peut aller très vite. Et puis moi je leur dis bah non, moi ce que je veux c'est vraiment démontrer qu'il y a vraiment du potentiel et qu'il y a un très fort soutien des consommateurs derrière. Et donc je voulais une cible à 50 000 €. Alors même si au départ ils ont beaucoup tiqué en me disant oula qu'est-ce qu'il nous demande lui 50 000 €, c'est pas on va pas y arriver. Ils me disaient bah oui mais nous regardez notre corps c'est 20 000 € avec une maternité dans Paris. Vous êtes une biscuiterie à Caen, ça va être difficile. Et puis je leur dis mais non mais enfin il faut y aller. On a des salariés il y a des emplois en jeu, donc des salariés qui nous soutiennent. Et puis finalement, ça les a touchés. Ils m'ont dit, ok, on va vous accompagner, mais par contre là, il va falloir mettre le paquet et on va vraiment travailler à cette campagne. Donc on a mis un peu plus de temps que prévu pour lancer cette campagne. Ils nous ont vraiment conseillé sur les aspects communication au niveau des cercles, communication au niveau des médias, préparation des contreparties qui soient les plus pertinentes possibles par rapport à ce que l'on voulait lancer. Et donc on a lancé cette campagne début septembre en testant, en se disant bah ça va être une sorte d'étude de marché en live. Et puis on s'est aperçu que en moins d'une semaine on a obtenu des 1 000 €, que les 50 000 € de cible on les a obtenus en 30 jours. On a laissé continuer cette campagne et au final on l'a arrêté début novembre avec plus de 100 000 €, donc 2 fois l'objectif. Alors c'est vrai que ces 100 000 € sont clairement insuffisants par rapport à notre ligne de production, mais par contre avec plus de 2000 contributeurs, ça a permis de démontrer qu'il y avait un vrai soutien auprès de cette marque, auprès de l'idée de relancer une marque traditionnelle avec des produits haut de gamme. Donc aujourd'hui, on s'est orienté, on est retourné voir des banquiers qui nous disent ah bah c'est vrai que bon on a pu constater que la marque était peut-être pas si morte que ça, donc aujourd'hui on regarde, on étudie le dossier de financement. Et également on s'est dit avec Bulb in Town bah pourquoi pas lancer également une nouvelle campagne de financement en equity. Donc dès dimanche prochain, on lance une nouvelle campagne. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de citoyens qui se disent prêts à participer au capital de l'entreprise. Donc vous êtes allé chercher vos clients tout seul en fait. Vous êtes allé directement au marché et c'est ce que le crowdfunding vous a permis de faire. Bah, c'est eux qui sont venus ils sont venus à nous grâce au crowdfunding, oui. Je souhaitais réserver 5 minutes de la table ronde à des questions. Et avant ça, je souhaitais justement vous repasser la parole, Yvan Michel. Alors, moi, j'avais une question, peut-être que c'est différent la remarque que vous aviez sur le secteur, parce que je sais que Cap Décisif a un fonds de co-investissement. Est-ce que vous pensez que les fonds de co-investissement ont un rôle à jouer dans le développement de cette forme de financement? Alors déjà, je voulais faire juste une remarque par rapport à l'ensemble des interventions. On voit bien qu'il y a une diversité
impressionnante de typologies d'entreprises qui sont représentées. Et ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des mêmes types d'investissements en capital, en prêt ou en produits de la même manière. Et ce que je crois, c'est qu'il va sans doute se dégager du point de vue des plateformes et même dans les plateformes du point de vue des investisseurs eux-mêmes, des spécialités comme il en existe dans les secteurs du financement plus traditionnels. C'est une première remarque. Je ne pense pas qu'on puisse financer l'entreprise de Grégory comme l'entreprise d'Erwan ou la biscuiterie Jeannette. C'est pas possible. Il y en a une qui est structurellement déficitaire au début, et puis il y en a d'autres qui peuvent faire du business immédiatement. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Je crois beaucoup aux fonds de co-investissement. Pourquoi je crois beaucoup aux fonds de co-investissement ? Parce que ça permet de constituer un pool de valeurs qui partagent l'expérience professionnelle d'investisseurs métiers dans des catégories d'investissement particulières, et également la puissance et la capacité de mobilisation d'investisseurs individuels, business angels également, au travers de la population. Donc je pense que ce sont des mécanismes qui sont extrêmement intéressants. Nous, on a un premier fonds de co-investissement que l'on a monté en 2011 et qui était actif début 2012, qui fait des co-investissements avec des réseaux de business angels, avec plateformes de crowdfunding et également avec certains de nos confrères investisseurs en capital risque. Et ce qu'on constate, c'est qu'on multiplie les capacités d'audit, on multiplie les capacités de ressources et on multiplie les capacités de support, ce qui a été cité comme très important tout à l'heure par Didier Chambard et qui me semble une idée forte pour l'accompagnement des entreprises. Donc on investirait un peu mieux à plusieurs, ou en tout cas on peut le faire si on le fait intelligemment. En tout cas, des outils de place, de co-investissement gérés de manière professionnelle et qui apportent cette teinte, je dirais, métier dans le cadre de l'investissement, sont des outils qui, à mon avis, vont se développer. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Je vais maintenant passer un petit peu la parole à la salle. Si l'un d'entre vous a une question pour Grégory de l'entreprise WatchFrog, il pourra à ce moment-là reprendre la parole rapidement. Non, mais je voulais juste raconter une petite anecdote parce que votre question sur les grenouilles qui se métamorphosent et l'histoire de Monsieur Viana m'a rappelé juste une anecdote. Notre première relation avec le financement participatif est venue effectivement de nos clients, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme vous tous ici, les Australiens se soucient de la qualité de l'eau. Et ils avaient remarqué que, comme partout dans le monde, les grenouilles disparaissent. Et donc, spontanément, ils avaient lancé un appel au financement participatif par une plateforme australienne qui s'appelle Possible. Pourquoi ? Pour se payer un test WatchFrog pour comprendre de quels pesticides viennent la disparition des grenouilles. Et donc, effectivement, nos premiers clients sur ce domaine-là, ça a été un financement participatif spontané pour se payer nos tests. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez vous payer des tests WatchFrog, vous pouvez aller sur la plateforme WeSeed et acheter du WatchFrog. Après cette petite page de pub, je vais passer la parole à l'audience.